Bonsoir, cher Charles, bonsoir, cher Pierre, bonsoir. Alors on m'a fait un petit pense-bête au sens propre du terme. On a dû penser que j'étais capable d'oublier les éléments essentiels à introduire ou à dire lors de cette première session de notre année 2024-25. Mais je suis tout à fait capable de dire les choses, à mon avis, les plus importantes. Déjà, vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session, la 13e d'ailleurs de ces rencontres, des savoir-faire, sessions qui sont, comme vous le savez, consacrées à des dialogues, à des débats, des échanges autour de la question des arts décoratifs, des beaux-arts, des arts appliqués, des arts culinaires, bref, de tout ce qui fait un certain art de vivre et auquel nous sommes tous attachés, qui peut prendre des formes extrêmement différentes. Donc on est heureux évidemment de vous accueillir de nouveau pour cette nouvelle programmation de cette rentrée un peu tardive, mais c'est comme les universités, on rentre de plus en plus tard nous aussi. Rentrée donc de 2024. Vous dire aussi que évidemment, moi je suis très heureux de saluer toujours le travail remarquable et de Pierre Saner et de Marc Bayard, parce que c'est eux deux qui tricotent, je dirais, année après année, une programmation que l'on souhaite toujours renouveler. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce domaine des arts décoratifs, des arts appliqués, les sujets sont extrêmement nombreux, et dès qu'on touche d'ailleurs à toutes les formes de création qui touchent l'art de vivre, là aussi, il y a des possibilités d'interrogation extrêmement multiples. Voilà. Et c'est une grande joie aussi pour nous, ce soir, d'inaugurer une nouvelle fois notre première séance de rentrée avec Charles Zana. Alors, Charles Zana, je ne le présente pas, je crois que tout le monde le connaît ses travaux et ses réalisations, surtout en France et à l'étranger, parce que Charles Zana est un de nos meilleurs ambassadeurs à l'étranger. Mais ce soir, c'est autour d'une passion commune aussi que l'on va se retrouver, dans le cadre d'ailleurs, dans le cadre d'une actualité précise, qui est celui d'une exposition dont il a assuré la scénographie à la Galerie de Sèvres, dans le cœur de Paris. C'est marrant parce qu'on a tendance à dire à Paris quand on pense encore plus au centre de Paris. Vous voyez, on a gardé ici finalement le souvenir de ce faubourg Saint-Marcel. On est dans Paris nous aussi maintenant, mais disons dans le plein cœur de Paris, vous avez la Galerie de Sèvres qui se trouve juste en face de la Comédie Française, et donc vous avez une très belle exposition consacrée à des créations de Sottsass, qui est un des héros personnels de Charles Zana, et qui fut aussi un de nos héros personnels, si j'ose dire, ici en tout cas institutionnels, puisque Sottsass a travaillé notamment avec deux grandes institutions françaises, Sèvres et le Mobilier National, ce qui fait que nous avons des créations originales qui ont été développées par lui-même avec nos différents ateliers et manufactures. Également, il a travaillé avec le CIRVA, si je ne me trompe pas, mais je crois que pas beaucoup d'autres manufactures ou ateliers, mais Charles nous en dira peut-être plus aussi. Voilà. En tout cas, nous sommes heureux donc pour cette première séance de recevoir Charles Zana autour, je vous dis, de cette actualité tout à fait intéressante consacrée à Ettore Sottsass. Et évidemment, je voulais aussi remercier nos partenaires dans le cadre de ces rencontres, que sont la Revue Geste et puis la Fondation Bettencourt-Schuller. Et grâce à qui, même si vous n'êtes que 60 dans cette salle, mais en réalité, vous êtes quelques centaines derrière vos écrans, puisque c'est retransmis et mis sur la chaîne YouTube d'ailleurs de nos différentes institutions. Donc nous avons, grâce à ce partenariat, à ces partenariats, élargi considérablement notre audience. Mais nous sommes quand même particulièrement heureux de vous avoir en présentiel, comme on dit maintenant, cet affreux mot, mais bon, qui veut bien dire en tout cas que voilà, on est très heureux de vous avoir présent avec nous ce soir. Et je donne maintenant la parole aux deux débatteurs de ce soir, à ceux qui vont donc nous porter, nous amener à des réflexions, je l'imagine bien, tout à fait intéressantes et nouvelles, et c'est l'intérêt de ces rencontres. Donc merci encore
à Pierre Saner et puis à Charles d'avoir accepté d'ouvrir cette nouvelle batterie de rencontres et de dialogue avec nous ce soir. Voilà, merci à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Cher Hervé Lemoine, Monsieur le Président, merci beaucoup de cette introduction, cet accueil. Il m'appartient maintenant plus qu'une conversation, parce que je pense qu'un exposé est préparé par Charles Zana, de dire un peu, malgré tout, qui vous êtes, diplômé de l'école des Beaux-Arts, de Kemalake, DPLG, on dit, architecte DPLG. On disait diplômé par le gouvernement, c'est ça, je ne me trompe pas. Mais vous êtes également donc designer, scénographe. Et pour ouvrir cette nouvelle saison des rencontres des savoir-faire, vous nous faites l'amitié et pour ce mon l'honneur d'accepter cette invitation. Vous êtes également enseignant et peut-être qu'il y a des anciens élèves ou peut-être des futurs élèves de Penningen ici dans la salle. Vous êtes également donc enseignant à Penningen. Au cours de votre carrière et activité, vous rencontrez un certain nombre de personnes, peut-être dont vous allez nous dire un peu comment elles vous ont orienté vers ce métier d'architecte d'intérieur et les spécificités de ce qui est aujourd'hui l'essentiel de votre activité, avec, comme l'a dit le président Hervé Lemoine, cet métier de scénographe, mais aussi d'accompagnateur d'exposition, si l'on peut le dire ainsi. Vous avez créé votre agence en 1990, et vous concevez donc des lieux d'exception, des restaurants, des showrooms, des maisons privées, des espaces publics aussi que vous accompagnez dans le monde entier, on l'a dit, Paris, Londres, New York, Tel Aviv, Monaco. Votre identité, disons, reflète vos goûts, vos passions, vos centres d'intérêt, et vous présentez volontiers, en tout cas je l'ai lu ainsi, comme un amateur d'art féru de design. Et en matière de design, on sait que tous les chemins mènent, à défaut d'en mener à Rome, en tout cas en Italie. Et vous êtes aussi un amoureux, un grand connaisseur parmi les plus importants créateurs de design italiens. Je pense à Andrea Branzi, et nous allons l'aborder également, Ettore Sottsass. Et j'ai retrouvé une photo, alors je voulais la montrer, mais c'est une photo qui date de 2007, où du bout des lèvres, vous embrassez une œuvre de Sottsass, mais en même temps, on voit bien tout l'amour que vous portez à la fois à la création et à cette œuvre. Et cette œuvre, c'est le totem, hein, Menhir Ziggurat Stupas Hydrants and Gas Pumps, qui est une très belle œuvre, je crois que vous avez présentée à l'époque pendant la Biennale de design de Venise en 2017. Et à propos de Sottsass, et ça a été dit par Hervé Lemoine, se tient donc actuellement et jusqu'au 23 novembre à la Galerie de Sèvres au cœur de Paris, mais le cœur battant des savoir-faire, on le sait, il est au Gobelin. Mais si on accepte de traverser la Seine, et c'est tout à fait faisable, on peut découvrir donc ces œuvres de Sottsass qui, mais je pense que vous allez nous le dire, faisait pour partie une commande de la manufacture de Sèvres il y a 30 ans. Et d'une certaine manière, on célèbre aussi un peu cet anniversaire des créations de Sottsass par la manufacture de Sèvres. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vais vous laisser faire cet exposé, vous confier effectivement le micro et l'écran. Et puis, comme ça, nous allons pouvoir explorer les nombreuses voies rencontrées par Sottsass et la table. Merci à vous. Moi, je pensais que c'était plus une discussion qu'un exposé. Je vais tenter, mais je suis moins... Je peux parler. Donc, bonsoir et merci d'être venu. Donc, moi, vous m'entendez? Si j'approche là? Ah oui, il faut que j'approche. J'ai donc étudié l'architecture aux Beaux-Arts, un peu par hasard. J'étais amateur d'art avec mon père. Donc j'ai regardé les livres d'art étant jeune, et il se trouve que j'étais très bon en mathématiques. Et il y a mes parents qui voulaient que je fasse quand même des études m'ont dit fais architecture, c'est un bon mélange entre des mathématiques, de la technique et de l'artistique. Donc je me suis inscrit aux Beaux-Arts parce que c'était direct en bus de chez mes parents. Et j'ai découvert Sottsass en 85 parce qu'aux portes des Beaux-Arts, il y a Yves Gastou qui a ouvert une galerie de design et qui a confié la façade à Sottsass. Ça avait fait un scandale à cette époque parce qu'il avait cassé les codes du boulevard du quartier Saint-Germain en faisant une façade en terrazzo avec 3 petites fenêtres. Ça, c'était dans les fin 50, 60 ?
Non, c'était en 85. 85, tout Et c'est Jacques Lang qui avait outrepassé les autorisations qu'il n'avait pas pour autoriser cette façade qui est toujours là. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu le mouvement Memphis, le mouvement Alchimia, et parce que nous, on nous enseignait pas tellement ça aux Beaux-Arts. Et donc, je me suis un peu habitué à ce design italien qui était très différent de ce que j'avais appris à l'école. Donc voilà, ça c'est un peu ma première vision sur Sottsass. Ça a été cette galerie qui existe toujours, la galerie d'Yves Gastou, qui est un précurseur et qui avait, je crois, compris une nouvelle démarche, ou en tout cas un design radical en Italie, qui était issu de mouvements politiques des années 70 et qui, avec Branzi, Mandini et d'autres gens, allait changer la vision du design. Ce qu'on m'avait enseigné, moi, à l'époque, c'était un design qui était une façon de construire et de designer les meubles qui était issu de la fonction, du protocole. On nous disait, voilà, vous avez un cahier des charges, il faut faire une table, il faut faire une chaise, il faut que la chaise soit stable, il faut répondre à un cahier des charges. D'ailleurs, on nous disait, c'est ce qui fait la différence entre une œuvre d'architecte et une œuvre d'art, c'est que l'artiste, lui, n'a pas de protocole. L'artiste, il crée, et l'architecte, le designer, il répond à une demande et à des besoins. Et dans les années 80-90, moi, j'ai découvert qu'il y avait des architectes, il y avait un groupe d'architectes qui, en fait, eux, ne pensaient pas comme ça. Eux, ils faisaient passer leurs idées, leurs états d'âme, leur vision politique du monde. Par exemple, pour un Enzo Mari, qui était très communiste, qui était communiste, lui faisait passer son idéal de société. Branzi faisait passer son idéal de nature et comment remettre l'homme au centre finalement d'un système. Mendini faisait passer une idée décorative de l'architecture. Il y avait des gens comme ça, et il y avait Sottsass qui, lui, effectivement, avait fait bouger les frontières du design et de l'architecture, et qui répondait à un monde un peu triste, à un monde un peu du design italien très industriel, très fait de process et d'habitude, qui répondait par un anti-design, par un postmodernisme, c'est un mot que je ne connaissais pas encore, qu'allait être ce mouvement Alchimia et Memphis. Voilà. Donc ça a été ma première révolution, mon premier choc, en me disant, mais finalement, il y a une réponse architecturale qui est différente que celle finalement de la demande. C'est une belle introduction. Donc, on va peut-être revenir à ce moment-là un tout petit peu, dans le principe de la conversation, sur vos premières années, peut-être à l'école des Beaux-Arts. Revenir un tout petit peu, parce que vous avez une phrase intéressante. Enfin, j'ai l'impression que ça revient assez souvent. Il y a comme une sorte de territoire. Vous avez dit, j'étais à l'école des Beaux-Arts parce que c'était en bus pour aller le bus chez mes parents. Puis j'ai l'impression que la rue du Dragon n'est pas très loin pour Penningen après. Enfin, il y a une sorte de territoire. Il y a pire comme territoire, le territoire du 6e arrondissement. J'ai découvert Saint-Germain. Moi, on n'habitait pas du tout à Saint-Germain. J'ai découvert Saint-Germain. C'est vrai que j'ai pas beaucoup bougé depuis. Mon agence est à 500 mètres et j'habite à 300 mètres. Donc, j'ai pas beaucoup bougé de Saint-Germain et des Beaux-Arts. Donc c'est un territoire qui est effectivement plutôt plaisant, dans lequel on peut parfaitement évoluer. Et comment était perçu Quai Malaquais à l'époque, le design? Est-ce que même ça existait? Je veux dire, moi, j'aime pas tellement le mot design. C'est pas un mot qui me plaît parce que je trouve qu'il ne veut rien dire ou il n'est qu'italien. En fait, moi, je dis souvent que le design n'existe que s'il est italien. En France, je suis beaucoup plus pour le mot des arts décoratifs que Hervé a utilisé. Au Danemark, je suis plus pour les cabinet makers. Voilà, chaque pays a sa tradition. L'Italie des années 50 a inventé une façon de fabriquer des meubles adossée à une industrie de la Brianza, adossée à une industrie très proche de Milan. Et donc,
a fait travailler des architectes principalement sur l'élaboration de collections résolument contemporaines. Et voilà, c'est ce que moi j'appelle, c'est ce que je considère et que j'appelle comme le design aujourd'hui. Mais Sottsass, il s'est érigé, Sottsass et le mouvement radical italien se sont érigés en opposition au design italien. Et cette radicalité, elle s'exprimait comment? Là, vous avez parlé des couleurs, notamment. Cette radicalité? C'était de ne pas répondre à une fonction. Et c'était dans leur esprit de faire bouger la frontière entre l'art et le design. C'était de bouger le curseur, comme on dirait aujourd'hui, et de donner une épaisseur architecturale, une épaisseur historique, une épaisseur politique à des collections de mobilier. Donc, la première collection d'Alchimia qui s'appelait Bar House a été une collection qui s'est faite avec une dizaine d'architectes. C'est toujours, en fait, dans le design italien, c'est à 100% des architectes toujours. Et voilà. Et donc, qui ont utilisé le stratifié parce que l'industrie italienne du mobilier faisait des meubles en bois. Et donc, eux, ils ont voulu mettre un matériau qui était l'intérieur des meubles et plutôt celui des cuisines pour faire des collections de mobilier. Je creuse presque l'intime, si je puis dire. Cette rencontre avec les créateurs italiens, elle se fait en Italie. Pour vous, vous avez fait le voyage vers l'Italie pour le... Moi, j'ai pas. Non, je vous dis, c'était à travers de la galerie Gastou, qui était la galerie qui touchait les beaux-arts. Et donc, ça, c'était les années 85. Après, tous les créateurs de mode se sont rapprochés de ce mouvement. Le plus connu, c'est Karl Lagerfeld, qui avait une maison à Monaco faite complètement en Memphis. Et voilà, moi j'ai regardé, je suis pas. J'ai suivi ça sans vraiment comprendre. Je ne comprenais pas d'où venait le mot Memphis, qui venait en fait d'une chanson de Bob Dylan. Je regardais ça, mais je ne les connaissais pas à cette époque-là. J'ai commencé à aller au Salon du Meuble en 92-93, et c'est au moment où j'ai été au Salon du Meuble que j'ai eu la chance de rencontrer quelques designers italiens, dont un qui est devenu vraiment un ami, Andrea Branzi. Et à ce moment-là, c'était une galerie italienne qui s'appelait la Design Gallery, qui était la galerie la plus importante de design prospectif en Italie. Voilà, et donc c'est plutôt dans les années 92-93 que j'ai rencontré Michele De Lucchi, Branzi, Sottsass, Mendini. Et de la même manière, donc les galeries spécialisées en design se multiplient. Les expositions, on peut penser aussi à tout ce qui a été fait justement au milieu des années 80 et 90 avec le Centre de création industrielle, le CCI, qui n'existe plus sous ce nom-là maintenant, mais qui était une plateforme de présentation de la plupart des créateurs. Et de voir, et là je continue avec le Centre Pompidou, est-ce que c'était aussi un espace propice à cette transversalité des propositions artistiques? C'est-à-dire que le design côtoyait la mode, vous l'avez dit avec Lagerfeld, l'architecture de fête, peut-être la danse, peut-être la peinture, peut-être la photo, d'autres pratiques artistiques, un peu à l'instar de ce que vous allez vous-même mettre en œuvre. En tout cas, en Italie, dans le mouvement radical des années 70, c'est sûr, puisqu'il y a eu l'Arte Povera d'un côté, il y avait tous ces groupes d'architectes qui innovaient d'abord parce qu'ils se mettaient à 3-4, Architecture Studio, enfin tous ces groupes-là. Et effectivement, il y avait une grande promiscuité entre le cinéma italien, l'art italien. Voilà. Mais moi, c'est en allant au Salon du Meuble, dans les années 90-2000, où j'ai plus connu cette société-là et un peu la fin de ce design-là radical. Peut-être faisons on va faire comme ça, cette forme de saut, à la fois saut de puce et puis passer presque un peu du coq à l'âne, si j'ose dire, en évoquant plus particulièrement Sottsass
et l'exposition qui est en ce moment à la Galerie de Sèvres, donc comme ça a été dit, à proximité de la Comédie Française. Racontez-nous peut-être un peu l'histoire de cette rencontre entre la Manufacture de Sèvres. Moi, je vais vous raconter ce que vous en savez. Voilà ce que j'ai lu, parce que je suis assez proche de Marie-Laure Jousset qui a initié le projet. C'est que je crois que dans les années 90, et de façon un peu concomitante avec l'exposition à Beaubourg, qui retraçait un peu les années 60 de Sottsass, je crois qu'il y a une rencontre qui s'est établie entre Sottsass et la Manufacture de Sèvres. Moi, j'ai toujours considéré que le génie de Sottsass, c'était sa compréhension des outils industriels italiens et de pouvoir amener une tradition, des gens qui ont une tradition, vers une modernité, mais par la compréhension des possibilités. Et donc, quand il arrive à Sèvres, il a un choc parce que ça ne ressemble pas à ce qu'il connaît en Italie. Lui, il connaît des industriels. Une des phrases, d'ailleurs, j'ai fait noter une des phrases dans l'exposition. Lui, il connaît des industriels, donc qui ont des cahiers des charges, même s'il a travaillé pour Poltronova, il a travaillé pour tout un tas de sociétés en Italie. Mais il y a quand même un cahier des charges, et il y a des sociétés privées qui sont là pour faire un bénéfice, ou en tout cas pour monter une affaire personnelle. Et quand il découvre la manufacture, il comprend ce que veut dire la tradition française, cette tradition faite par Colbert d'un outil qui est au service d'une commande publique. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et qui l'impressionne beaucoup. Il écrit beaucoup à ce sujet. Le nom des céramiques est d'ailleurs inspiré des femmes de pouvoir, parce que pour lui, il se demande qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'une manufacture puisse vivre de commandes des rois qui se sont transformés par la commande des présidents, et que tout ce système soit avec une qualité et une exigence incroyable. Les archives, d'ailleurs, il est fasciné par les archives de Sèvres, par le catalogue, et par cette pérennité dans le temps du geste. Et ce qu'il fait, c'est qu'il amène son style, qui est un style qui est issu des totems, vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de l'accumulation de formes, de la création d'un objet, comme un musicien, par sa capacité, à travers des gammes très simples, de créer des objets magiques. Et c'est ce qu'il a fait avec les totems, c'est une espèce d'inspiration qu'il a eue. Et là, il prend donc des formes de céramique très simples. Donc, c'est un cylindre, un carré, un cercle, et des couleurs très simples qui font en général partie du catalogue de la manufacture. Il travaille avec le bleu, il remet des couleurs, et ces formes-là, il les assemble avec un vérin ou une vis à l'intérieur pour pouvoir en créer des objets. D'ailleurs, il fait quelque chose, la manufacture est plus souvent sur des objets moulés, j'espère que je ne dis pas de bêtises, il n'y a personne de la manufacture, et lui, en fait, il préfère la tradition des objets tournés, ce qui est très compliqué, mais ce qui lui permet des formes évasées. Ce qu'il faut comprendre chez Sottsass, c'est que on dit depuis tout à l'heure, on parle du design italien, mais Sottsass n'est pas italien. En fait, il est viennois. Si vous voulez comprendre Sottsass, il faut revenir à Hofmann, il faut revenir à la sécession. Lui, il est né dans le nord de l'Italie, des terres qui étaient tantôt italiennes et tantôt autrichiennes. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui dessine qui dessine classique. On pense que Sottsass est déséquilibré, et en fait c'est un des dessins les plus réguliers que je connais. Et donc il a un dessin qui est très très régulier, et avec ses gammes de formes et avec ses gammes de couleurs, un peu comme les variations Goldberg, il pourrait créer des séries de vases à l'infini qui seraient à la fois, à chaque fois, unique et personnel. C'est-à-dire personne ne peut faire un vase à la Sottsass. C'est fou. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé dans ces années-là. Et en fait, on reconnaît tout de suite que ce n'est pas Sottsass. Et à la fois, ça paraît d'une simplicité évidente quand on le regarde.
Je reviens sur ce que vous disiez sur la pérennité du geste qui qualifie les manufactures. Et j'ai un plaisir non dissimulé à citer Marc Bayard, qui aime à dire que là où nous nous trouvons, c'est au fond le plus ancien centre de création contemporaine. C'est-à-dire que c'est effectivement de Colbert jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui me surprend en revanche, c'est que cette tradition, elle existe aussi en Italie. Enfin, en tout cas, que la puissance publique des princes, alors bon, le Vatican, je ne suis pas sûr que le Vatican ait commandé beaucoup de Sottsass, mais qu'il y a une puissance publique qui commande aussi beaucoup des œuvres. Alors, je ne suis pas historien des savoir-faire, mais je pense qu'en Italie, d'abord, du fait politique, c'est plutôt un assemblage de territoires et qu'ils ont eu l'unité beaucoup plus tard que la France. Donc, je crois qu'il y a des artisanats et des centres locaux, mais pas cette unité de la France. Et puis, je crois que lui, ce qu'il a connu, c'est effectivement des artisans très petits dans des régions. Il a fait ses céramiques avec ses stentes, il a travaillé la lave, il a travaillé le marbre dans la région de Carrare. Mais il n'y a pas, moi à ma connaissance, et c'est ce qu'il a écrit, il n'y a pas de grandes manufactures en Italie. C'est plus un système d'artisanat et très très locaux. Non, effectivement. Son œuvre, vous-même, vous collectionnez Oui, un peu. Vous collectionnez les œuvres de Sottsass, d'accord. Elle agrémente, j'imagine, des espaces intimes, mais aussi, comment elle influence votre travail d'architecte? Et pas le design en général, parce que vous en avez un petit peu parlé, mais son appréhension particulière. Moi, c'est son regard qui m'influence. C'est comment... Moi, c'est plutôt sa vie, son regard. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Sottsass, puisqu'on est dans les rencontres du savoir-faire, lui, il n'a jamais rien fabriqué. Il n'a jamais rien voulu fabriquer de ses mains. C'est pas quelqu'un qui... c'est un architecte avant tout. Sur tous les vases, et je le racontais quand j'étais à Sèvres, il dit toujours que, en fait, il est architecte. C'est pour ça qu'il met toujours un trou sur ses vases, même s'il ne souhaite pas qu'on y mette une fleur. Et en fait, lui, il se positionne comme un architecte. Je crois que j'avais mis des photos de dessins peut-être de... Voilà. Hop. Ah oui, ça va trop vite. Là, vous voyez, par exemple, dans l'exposition, on a remis des dessins. Ça, ce qu'il fait, c'est qu'il... Ah, il faut cliquer dessus. Ah, voilà. Ce qui m'a intéressé dans la démarche de Sottsass, c'est comment on crée avec une manufacture et pas contre une manufacture. C'est la compréhension du sujet, c'est la liberté finalement des formes. J'aime cette notion qu'il ne recrée pas, qu'il n'invente pas des formes, mais qu'il reparte toujours de formes classiques et qu'il crée une modernité à partir d'un registre, d'un langage, d'un alphabet qui soit classique. Et ça me plaît, c'est ce que j'essaye de faire. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, aussi, je crois qu'il y a une notion, moi je le dis toujours, magique, il y a une notion émotionnelle dans le travail de Sottsass que peut-être moi, je n'avais pas appris à l'école et qui m'intéressait. Comment je peux créer une émotion, comment je peux véhiculer une idée à travers d'un agencement et d'une architecture. Poursuivons peut-être avec quelques autres images qui suivent pour arriver à les commenter. C'est quelques vues de l'exposition. On voit un gros plan sur un dessin de Sottsass où en fait quand il a créé ses 14 vases, il a fait 14 aquarelles qu'il a mis en scène comme des paysages romantiques italiens ou comme des miniatures italiennes. Et la 15e création, c'est un surtout, parce que le surtout, pour lui, c'était l'élément de décoration principal des rois. C'est vraiment quelque chose qui sert à rien, juste à décorer le centre de la table. Et on voit dans la photo qui a été choisie, là, dans les deux premières céramiques, on voit comment, à partir du bleu de Sèvres et du doré très traditionnel, et simplement en retournant de forme et avec un changement de dimension, comment il crée un vase unique et il recrée, comme je disais tout à l'heure, une variation à partir de formes et de choses existantes.
Alors, pardonnez ma question. Vous dites qu'il faisait un trou dans le vase pour vraiment qu'on ne puisse pas y mettre, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'on ne puisse pas y avoir de l'eau. C'est une phrase que j'avais lue dans les années 60 de Sottsass, c'est de dire qu'en fait, il aurait aimé, je crois que le père de Sottsass était artiste, ça j'en suis sûr, et il aurait aimé être artiste. Il a essayé, au début de sa carrière, il a été peintre. Et il a arrêté, je crois que ce n'était pas un très bon peintre, et donc il s'est lancé dans l'architecture. Ce qui fait qu'effectivement, les œuvres de Sottsass sont des œuvres d'architecture, sont des œuvres d'architecte. Il a beaucoup écrit sur les vases et ce que ça représentait pour lui, le vase dans la culture antique, de l'urne jusqu'au vase que représentait la fleur. Mais on montre toujours les œuvres de Sottsass sans finalement mettre de fleurs. Moi, je collectionne les vases de Sottsass, c'est vrai que je ne mets pas de fleurs dedans. D'accord, il y a un détournement de la fonction pour en faire vraiment une œuvre, je veux dire, gratuite. En tout cas, c'est une forme de générosité aussi. Et ce qu'on a fait avec Sèvres, c'est qu'on a présenté les 14 céramiques sur la même table, parce que moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était l'accumulation. C'est pas l'idée d'objets uniques, mais c'était vraiment l'accumulation et comment cette famille de formes, cette famille de vases allait finalement communiquer entre elles et se parler entre elles et nous amener vers des horizons finalement un peu inattendus. Et les aquarelles sont présentées au format, sur le mur, on les a reproduites, on les a pas. Je crois qu'il y a un jeu à Beaubourg et un jeu à Parme. Il dessinait beaucoup. Et pour un architecte, c'est un peu surprenant de voir ça. Moi, j'ai eu la chance de voir des cahiers de dessin de Sottsass. Il dessinait surtout à l'échelle intuitivement. C'est-à-dire qu'en fait, les artisans reproduisent. Il n'y avait pas de dimension, de code. Et les artisans reproduisaient d'après le dessin. Et en fait, il avait une forme de dessin juste. Ouais. C'est impressionnant. On peut peut-être voir la diapositive qui suit. Parce que moi, je la vois, mais le public... Voilà. Là, j'ai juste mis les 14 céramiques, les 14 œuvres qui portent 14 noms de femmes de pouvoir dans l'histoire, de femmes qui ont été un peu autour de la royauté et qui étaient soit soit des impératrices. Effectivement, il y a Cléopâtre, on en parlait tout à l'heure, on a parlé. Mais il y a de ceux aussi, il y a Messaline, il y a Lolita, voilà. Dans toute sa... Ça, c'était un peu, ça a été une forme d'humour quand il a dit je suis d'accord pour créer une collection de Sèvres, mais je vais donner, c'est un univers trop d'hommes, je vais donc donner des noms de femmes influentes dans l'histoire, puisque Sèvres, pour lui, c'était l'antre du pouvoir. Alors moi qui suis plus à l'aise avec l'univers de la gastronomie et des arts culinaires, au fond, là, en les regardant comme ça, mais aussi comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que disait Antonin Carême, qui disait que parmi les arts, il y a l'architecture, et la première déclinaison de l'architecture, c'est la pâtisserie. Ce sont que des jolis petits gâteaux qu'on pourrait aussi volontiers, peut-être le suggérer à quelques pâtissiers de s'inspirer. Il n'y a pas eu de travaux comme ça, de dialogue. Non, c'est complètement saugrenu ce que je dis. Ouais. Mais bon. Après, on m'a demandé, j'ai juste mis 2 photos d'autres expositions. Une exposition, c'est une exposition que j'avais faite durant la Biennale d'art à Venise et qui était dans la boutique extraordinaire construite par Scarpa pour Olivetti. Et j'avais présenté les céramiques donc plus anciennes que Sèvres, qu'il a fait pendant 10 ans avec Olivetti, avec Sestante, parce qu'ils ont été, et Sottsass et Scarpa ont été directeurs artistiques de Olivetti. Et là, on voit la différence de son travail pour donc Sestante, qui était une galerie commerciale, et avec Olivetti, c'était des fleurons de l'industrie italienne. Et ça m'a vraiment beaucoup plu de remettre les céramiques à la place des machines à écrire dans ce lieu. Après, ça, c'était une exposition. 2017, Olivetti, juste, pour y revenir, c'est Place Saint-Marc. On est là Place Saint-Marc, oui, c'est à Venise. Et moi, je raconte souvent l'histoire que Olivetti, c'est un peu un génie précurseur de Apple, et il avait une idée
qui consistait, à un moment ça marchait très très bien, Olivetti c'était plus fort qu'IBM, c'était plus fort que tout, et donc il veut ouvrir une boutique, et il dit mais moi mes machines à calculer, mes machines à écrire, c'est des œuvres d'art. Qui est l'architecte des musées en Italie? Qui est l'architecte de la Biennale? Et donc on lui dit, il y a un gars, Carlo Scarpa, c'est lui qui sait le mieux mettre en scène les œuvres d'art. Il est en train de révolutionner la muséologie dans le monde. Ces musées font vibrer les spectateurs. Et donc il l'appelle et lui dit, voilà, moi je veux faire une boutique pour mes machines à écrire comme des œuvres d'art. Je crois que c'est vraiment, dans les années 50, un peu unique. C'est pour ça que je vous disais qu'en Italie, c'est vraiment l'industrie qui a poussé le design à être ce qu'il est. Absolument, là c'est la plus belle illustration. C'est pour ça que je voulais qu'on puisse y revenir aussi avec et effectivement ça, c'est une exposition, j'espère que certains l'ont vu, qui a été faite par Marie-Ange Breyer à Beaubourg. Il n'y a pas la date là, mais je pense que c'est il y a 2 ans ou 3 ans. 2022. Voilà. Et là aussi, c'était très intéressant. Il y a le catalogue que vous pouvez trouver. Et ce qui était intéressant, et dans le propos de Marie-Ange Breyer, c'était vraiment le titre de son expo, l'objet magique. Et pour ceux qui aiment Sottsass, il y a vraiment quelque chose de magique finalement dans ses créations qui dépasse, qui vraiment dépasse le design et qui dépasse l'architecture. Bon, après, je sais pas, ils m'ont demandé 2 projets, mais je ne sais pas si ça a une utilité vraiment dans le propos. Si, bah, présentez-nous. Non, mais ces 2 projets, ça, c'est un hôtel que j'ai fait à Saint-Tropez en 2019. Laissez-nous rêver un peu. On voyage, on est en plein mois de novembre, il fait gris, là, vous nous amenez. Donc c'est une commande privée. Oui, moi, après, c'est des commandes privées, les hôtels que je fais. Moi, j'ai beaucoup de projets où, effectivement, je m'intègre ou je m'insère dans des univers anciens, traditionnels, et avec une architecture contemporaine. C'est pour ça que vous demandiez les leçons de Sottsass. C'est peut-être... ça, c'est cette compréhension des cultures, des traditions, des lieux. Comme on disait à UP1 aux Beaux-Arts, je suis un peu contextuel. J'aime bien me mettre dans un contexte. Donc, ça a une forme de contrainte aussi, nécessairement. Voilà. Et ça, c'est un hôtel qu'on a fait à Crillon-le-Brave, dans un village où l'hôtel occupe à peu près tout le village. L'hôtel occupe tout le village, parfait. Là, l'ensemble, j'imagine que vous aussi, à la manière des... vous êtes entouré d'artisans, de techniciens de tout ordre. Est-ce que c'est une équipe, c'est une famille, c'est les deux? Des gens avec lesquels vous travaillez depuis très longtemps? Alors oui, moi je suis entouré, oui, bien sûr, de beaucoup d'artisans, de beaucoup de... Moi, mon activité principale, c'est l'architecture intérieure. Donc, dans l'architecture intérieure, on a des corps de métier. J'aime bien ce mot. On a beaucoup de gens très, très intéressants. La France, c'est vraiment un pays qui a gardé très fort ses capacités de production, des sociétés, des boîtes, et avec une forte envie d'intégrer de la nouveauté, d'aller plus loin, de rechercher. C'est vraiment, je pense, le pays, en tout cas en Europe, moi je crois, et c'est pour ça qu'il y a une telle école d'architecture, il y a autant d'architectes d'intérieur qui réussissent dans le monde entier, c'est parce que c'est vraiment ça conjugue des artisans qui sont capables de nous soutenir, des institutions, que ce soit des manufactures ou des musées comme le musée des Arts Déco, des magazines. Les meilleures galeries de design au monde sont à Paris, entre la rue de Seine et la rue Bonaparte. Vous avez les meilleures galeries au monde. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose en France autour de l'art décoratif et autour du design qui est assez unique dans le monde. On a une cité du design à Saint-Étienne, qui est aussi une ville créative en matière de l'UNESCO sur la création contemporaine de design. Donc, on parlait du CIRVA tout à l'heure, mais c'est vrai que le CIRVA, on en parle très peu, mais le CIRVA à Marseille, c'est quand même un centre qui investit et qui permet à des créateurs, à des artistes de faire des œuvres
exceptionnels techniquement et sans réel, il n'y a aucun enjeu ou souci commercial derrière. Et ça, c'est unique. En France, on ne pourrait pas penser. On a des centres de pierre dans la vallée de Chevreuse. Il y a les meilleurs tailleurs de pierre. On a des artisans dans le métal, dans le bois. C'est fantastique. Les forêts, par exemple, notre capacité de nos menuisiers français tient toujours à Colbert, c'est dans le fait d'avoir fait des forêts domaniales, et donc on est le seul pays au monde où nos forêts se régénèrent d'elles-mêmes, sont gérées par des instituts du bois, et où on a nos menuisiers se fournissent encore de chênes qui ont été, de forêts qui ont été entretenues il y a 150 ans ou 100 ans. Voilà, c'est vraiment on le dit, moi je suis assez chauvin, même très chauvin, on ne le dit pas assez, c'est vraiment la France, un pays où il fait bon créer, où il fait bon être architecte. C'est très bien dit, on va amplifier, il n'y a que les ambassadeurs là, dans cette salle pour répercuter cette belle parole. Elle est d'autant plus vraie que ici aussi, il y a le campus des métiers d'art, que l'ensemble de les rencontres du savoir-faire auxquelles vous avez accepté de participer, et au fond tout ça aussi des prolongements dans une bonne patrimonialisation, si j'ose dire, c'est-à-dire de le mettre mettre en vie ces métiers, et c'est tout ce qui est propre au patrimoine vivant, à ce patrimoine immatériel. Vous parliez des tailleurs de pierre. Récemment, la France a fait inscrire par l'UNESCO au titre du patrimoine culturel immatériel les savoir-faire liés. Alors c'est une communauté là pour le coup transnationale et européenne. Ces tailleurs de pierre, on les retrouve aussi en Grèce, en Italie, ailleurs. Mais c'est tous ces savoir-faire. Je crois que c'est aussi, pour certains d'entre vous, vous avez l'occasion d'y aller. En tout cas, sinon, n'attendez pas la réouverture de Notre-Dame. C'est aussi l'ensemble des métiers qui ont été associés à la restauration. Donc là aussi, il y a la taille de pierre, là aussi, il y a la charpente, là aussi, il y a tous ces métiers qui sont, on dirait, traditionnels, mais qui en fait ne cessent de recréer en permanence. Sinon, ce ne serait pas du patrimoine vivant. Ce qui est aussi, alors moi je donne mon point de vue à moi. Moi je pense que les savoir-faire, ils sont intéressants quand ils sont couplés avec un créateur, architecte, designer, artiste. Et c'est cette spécificité autour de cette magnifique histoire de Sottsass à Sèvres qui est très intéressante dans un des prix de Bettencourt, dans un des prix de la main, justement, c'est d'associer un créateur avec un savoir-faire. Moi, j'ai l'impression que le savoir-faire, quand il veut créer tout seul, finalement, il fait une pièce exceptionnelle d'artisanat, mais qui n'a pas de sens créatif. Et le créateur, quand il est tout seul, finalement, il fait peut-être quelque chose qui est un projet de papier. Ce qui est intéressant, c'est en France, je trouve, c'est vraiment cet artisanat, c'est tous ces gens autour de ces métiers d'exception, mais qui ont envie aussi, à un moment donné, d'avoir un maître d'œuvre. Moi, j'aime bien aussi ce mot-là, le maître d'œuvre, qui ont envie d'avoir un maître d'œuvre qui leur donne finalement un plan, une perspective, un dessin, et c'est cette façon qu'ils ont de réaliser techniquement l'objet qui fait la création un peu unique en France. Alors, on l'a dit tout à l'heure très brièvement, vous enseignez, et ça est parti, ça aussi, je crois, d'une des spécificités à la fois de vos métiers, mais aussi des savoir-faire, que d'avoir une attention particulière à la transmission. Donc, comment vous ressentez les nouveaux talents, ou en tout cas dans ces lieux d'enseignement? Est-ce qu'il y a un nouvel engouement? Est-ce qu'il y a le traitement des matériaux, l'attention enfin, moi, on me dit que l'architecture essaye de travailler de moins en moins avec le béton. Alors, j'écoute, et on fait comment alors? On parlait de Centre Pompidou tout à l'heure, il y a eu je pense que c'était 40 ans presque, il y avait une exposition qui s'appelait Architecture de terre, mais qui renouvelait l'appréhension de la construction. Là, c'était sur l'architecture et s'inspirer de ce qui pouvait se faire ailleurs. Comment, dans l'architecture d'intérieur, comme le design, dans ces nouveaux savoir-faire, à travers ce que vous pouvez vivre dans l'enseignement, des nouvelles tendances se dessinent, et quelles sont-elles si on les voit? Moi, je suis...
Vous posez des questions. Prendre le temps. Bon, moi, déjà, je suis enseignant et j'ai beaucoup de plaisir à voir, je pense, tout un tas de jeunes évoluer. Je crois qu'ils vont plus vite que nous dans la compréhension du monde, de la vie. Je pense qu'ils ont un temps d'avance qu'on n'avait pas. On était beaucoup plus naïfs, je crois. Peut-être ce que je ressens pas beaucoup, mais j'ai vu une exposition l'année dernière sur Mumbai à la Fondation Cartier. Là, je l'ai senti. Peut-être ce que je ressens pas, c'est l'engagement qui manque peut-être à une jeune génération, par manque peut-être de cause, à part la cause, à part l'environnement, mais qui est déjà important. Mais voilà, je pense qu'il y a moins de grandes. Peut-être que nous, quand j'étais à l'école, on était fondamentalement pris par toute cette tendance de construire pour une masse. On nous apprenait prouver. Voilà, on avait vraiment cette vision de démocratisation et d'idées politiques derrière l'apprentissage de notre métier. Peut-être qu'il y a moins cette sensibilité, mais peut-être par manque d'idées dans la période actuelle. On va laisser réagir tout à l'heure. J'espère qu'il y aura des réactions vis-à-vis de ce sentiment que vous exprimez. Pareil, si on se projette, vos prochains grandes dates et projets à titre personnel pour vous, que ce soit d'aménagement, d'expo peut-être. Oui, donc je suis en train de préparer une exposition qui me tient beaucoup à cœur, qui est une exposition de 12 rencontres autour du design et de 12 discussions, rencontres, oui. C'est Anne Bonny qui nous fait le plaisir à chaque fois je m'entretiens avec 12 personnes autour d'une pièce de design. Donc il y a Charot, il y a Jean-Michel Franck, il y a Prouvé, voilà. Et c'est de discuter et de faire une biographie de mes 30 années d'amour du design. Voilà. C'est un livre qu'on fait avec les éditions de l'Amateur, et j'aimerais bien faire une exposition après pour regrouper ces 12 pièces-là. Non, c'est marrant, d'habitude on fait l'exposition puis le catalogue, mais là c'est une originale d'envisager ces 12 dialogues, donc si j'ai bien compris, 12 dialogues, la publication et que la publication nourrisse une exposition par la suite. Bon, voilà, merci beaucoup. Je pense que à ce stade, il serait important que cette conversation se poursuive avec vous qui êtes dans la salle et avec le micro qui sera là sur l'ensemble des sujets qui ont pu être abordés sur l'architecture intérieure, sur le parcours, sur comment devient-on architecte d'intérieur, sur le design, sur les savoir-faire, et tout de suite une première question. Oui, cher Marc. Moi. Oui, on a évoqué tout à l'heure votre expérience internationale. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style français et si c'est le cas, quel est-il ? Alors, non seulement on peut le dire, mais il faut le dire. Et je compte sur vous pour nous défendre là-dessus. Et j'en ai beaucoup parlé avec Hervé Lemoine. Et j'avais été très heureux et flatté qu'on soit reçu à l'Élysée. Oui, il faut le dire. Il y a un style français qui est dur à définir. Mais il y a forcément un style français. Autrement, on ne réussirait pas tous. On est une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'architectes et d'architectes intérieurs à rayonner dans le monde. Donc il y a quelque chose. C'est pas par notre. Voilà. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y a 20 ans, j'ai eu la chance de faire un appartement dans le. C'était à l'époque où le Plaza à New York, une partie était reconvertie en appartement. Et donc, un des plus grands marchands d'art classiques, par hasard curieux, j'ai fait les plans, j'ai fait l'aménagement intérieur de leur maison. Et donc, ils étaient un peu froids quand même, ils étaient un peu distants. Et donc, j'attends dans une pièce, et puis ils arrivent, le mari et la femme, et je présente le plan. Et voilà, le rendez-vous au bout d'une heure, ils me disent c'est très bien,
Bon, je dis, ok, c'est très bien, mais ça vous va? Il me dit, non, non, ça nous va. Bah, moi, je voulais un peu mieux comprendre, et j'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui vous va? Il dit, ah, mais c'est un plan à la française, c'est exactement ce qu'on voulait. Et ça m'est toujours resté, c'est qu'il y a une façon d'aménager l'espace qui est française, il y a une façon de rêver un futur à nos décorations qui est typiquement français, que les gens nous reconnaissent, et c'est dans la démarche, c'est dans la culture, c'est dans une façon de ne pas avoir une réponse cliché, trop systématique. Je vais vous donner un exemple, peut-être qui est plus compréhensible que pour l'architecture intérieure, c'est la cuisine française. C'est-à-dire que les grands pâtissiers sont français, et vous allez mieux savoir ça que moi. Et en fait, c'est parce qu'ils savent réinventer. Moi, j'ai eu la chance là, de travailler pour Yann Couvreur, mais il y en a d'autres. Et en fait, ils ont la tradition. Ils savent faire un Paris-Brest, ils savent faire un dessert classique, et ça leur permet de twister à la dernière minute un ingrédient, ça leur permet de changer une proportion, de changer quelque chose qui fait que à la fois c'est classique et à la fois c'est un peu différent. Ben, c'est un peu la même chose. Les architectes d'intérieur, c'est comme les pâtissiers, c'est-à-dire qu'on a cette culture, on a cette compréhension, mais on ne fait pas une réponse qui est trop littérale non plus. On arrive à la détourner un peu. C'est ça le style français. Merci. J'acquiesce. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une autre. Facile. Non, mais Non, il n'y a pas personne n'ose. Bon, alors deuxième. Les images que vous avez montrées de Ettore Sottsass, ce qui est impressionnant dans ses œuvres, c'est son rapport au plein et au vide. C'est-à-dire que ces objets, on en voit comme vous le disiez, il est très fort d'identité, et surtout ce rapport plein-vide en tant qu'architecte d'intérieur. Alors c'est une question un peu bateau et pas facile. Comment vous le gérez? Parce que certains architectes d'intérieur vont être dans le trop plein, d'autres dans le trop vide, et on voit bien dans les images que vous avez montrées de vos intérieurs, il y a un jeu subtil des formes, des matières. Donc est-ce que, en gros, pour résumer ma question, est-ce que Sottsass vous a inspiré dans ce rapport au plein et au vide? D'abord, ça m'a impressionné. Et ça me donne beaucoup d'humilité, parce que, encore une fois, je considère que Sottsass, c'est un vrai génie du dessin. Enfin, on en parle souvent avec d'autres architectes, et c'est intuitif chez lui. Il dessine, et il dessine à la perfection. Et c'est vrai que très souvent, j'ai un ami qui n'est pas là ce soir, Yvan Mietton, mais qui avait beaucoup travaillé avec Marie-Laure Jousset, et souvent on s'est aperçu que dans les objets de Sottsass ont des proportions ou des dimensions qui sont égales. C'est vraiment assez incroyable, et je pense qu'il le faisait de façon intuitive. Donc oui, je crois qu'il équilibre très bien. Il est toujours un peu border, c'est-à-dire que c'est toujours un peu trop. Les socles sont toujours un peu trop, même si on revoit les Sèvres, si on regarde, voilà, il y a toujours cette notion de socle. Ça, c'est sa façon. C'est lié à Hofmann, c'est lié toujours. L'œuvre, elle est toujours assise sur le sol, et il va toujours chercher un petit peu le côté baroque, le côté un peu trop. Par exemple, dans Diane, on voit la coupe rouge avec le doré. C'est très gonflé, finalement, de mettre une petite coupe sur une forme comme ça, un peu totémique. Et chez lui, ça passe. Il a une façon d'ordonner les choses qui fait que ça passe. Et c'est son registre. Donc voilà, c'est l'humilité un petit peu par rapport à ce fil très très fin où il se situe tout le temps entre l'objet, entre la forme classique et le fait de surdimensionner quelque chose. Merci. D'autres questions? Merci. Bon, je pose la troisième, ça fait beaucoup. Vous avez comme figure tutélaire Ettore Sottsass. Est-ce que vous en avez d'autres? D'autres figures tutélaires, d'autres artistes qui vous... D'artistes oui, je vous dis, j'ai beaucoup en architecture. Moi, j'ai démarré
enfin j'ai démarré. Mon regard s'est exercé d'abord sur les architectes des années 30. J'ai eu la chance d'avoir Jean-Louis Cohen comme professeur d'histoire de l'architecture. Et donc Jean-Louis Cohen, on est resté une année sur l'UAM et les artistes décorateurs des années 30, et tout particulièrement Jean-Michel Franck. Jean-Michel Franck, ça a été ma première passion. Ça rejoint d'une certaine façon ça dans cette compréhension du classicisme et cette réinvention, cet effacement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a retiré des choses au classique et ça a donné le style de Franck. Voilà, donc moi, Jean-Michel Franck, je citerai. Tout à l'heure, j'ai parlé de Scarpa, c'est très important. Barragan, au Mexique, c'est un architecte que je regarde beaucoup. Il y a des pièces d'ailleurs, le doré, c'est aussi quelque chose qui est très, très Barragan. Je sais pas, vous voyez, des architectures de japonaises, ça peut être aussi... c'est un peu tout ce que je ne comprends pas, quoi. Tout ce qui est très, très artistique et qui, chez Barragan, c'est un peu évident. Moi, quand j'ai visité les maisons de Barragan, j'avais la chair de poule. Et pourtant, ce n'est pas grand-chose, hein. C'est 4 murs en enduit et un escalier. Et pourtant, vous le sentez, c'est un lieu. Et j'aime beaucoup quand il y a du mystique dans l'architecture. Frank Lloyd Wright, par exemple, c'est un architecte que je parce que finalement, il a voulu mettre beaucoup il a voulu transmettre une émotion, dans son cas quasiment religieuse, dans ses maisons et mettre en scène des familles d'une certaine façon, ordonnancer les choses. Voilà. Donc voilà quelques noms, mais bon, il y en a beaucoup, beaucoup. Merci. Quatrième question. Ah, j'ai quand même quelqu'un l'a osé. À me poser une question, je ne vais pas pouvoir répondre. Merci Charles. Tu as rencontré Torres Sotsas? Oui, je l'ai rencontré à la Tu peux nous Design raconter? Gallery. Oui. Alors, quand j'ai rencontré Sotsas, il avait une petite queue de cheval. Il était âgé, c'était dans les années 2000. Il avait une petite queue de cheval et il présentait des sculptures à la Design Gallery. Et en fait, il m'a mis la main. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Alors peut-être vous avez c'est moi qui vais vous poser une question maintenant. Il m'a mis en fait la main sur le cœur et il m'a dit n'oublie jamais que tu es architecte. Pourquoi il m'a dit ça? Je ne sais pas. Mais j'avais pas l'impression d'avoir oublié. Mais c'était sa phrase et voilà. Mais il était. Moi, je l'ai rencontré. Il était vraiment pas bien. Tu vois, il était très très triste. En fait, c'est quelqu'un qui était... quand on voit les œuvres, on imagine que c'est le Coluche de l'architecture, mais pas du tout. C'était quelqu'un qui était très 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 triste, avec des longues périodes d'ailleurs où il a disparu. Pendant des années, il a disparu. Dans les années 70, il est parti avec une femme qu'il a photographiée nue dans le monde entier. Après, il a eu la période des Ténébrés où il est parti pendant 3 ans aux États-Unis. C'est que c'était quelqu'un de très, très triste. Donc ouais, je l'ai rencontré 3-4 fois, vraiment, vraiment, à la Design Gallery quand j'allais au Salon du Meuble. Et tu parlais tout à l'heure d'Andrea Branzi. Quelles étaient leurs relations? Parce que ce groupe de Memphis, ce sont tous des génies. Mais comment ils travaillaient ensemble? Quels étaient les liens? Alors, j'ai mieux connu Andrea Branzi et je crois qu'ils avaient un lien. Je vais te raconter une anecdote d'Andrea Branzi qui m'a raconté sur Sotsas. C'est qu'un jour, Sotsas l'a appelé dans les années 2000 et il lui a dit ouais, Andrea, ouais, c'est Ettore et tout. Il dit écoute, tu croiras pas ce que j'ai vu cet après-midi à Milan. Je me promenais dans les rues et j'ai vu une galerie. Alors, il dit bon, ok, une galerie. Il dit tu sais ce qu'ils vendent? Il dit non, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent nos prototypes des années 70. Et en fait, ils n'en revenaient pas. Je crois qu'ils ont pensé participer, tu vois, à une époque. Ils se voyaient, dans le cas d'Andrea, en tout cas, très politique, beaucoup plus politique. Et je crois que, tu vois, ils se sont rendus compte de leur importance. Ils ont été publiés très jeunes, les deux. Mendini aussi. Donc je crois qu'ils ont eu du succès jeune. Ils faisaient partie tu vois, c'est comme on dirait dans les années 30, le mouvement, tu vois, des architectes, décorateurs et de l'UAM. Je crois qu'il y a eu à Milan, à un moment donné, une quinzaine d'agences qui étaient importantes. Et donc, ils se voyaient entre eux. Tu vois, ils faisaient partie d'un groupe, quoi. Et les triennales,
tu vois, les triennales, c'était l'occasion, tous les 3 ans, finalement, tu vois, dans ce bâtiment où on va maintenant, nous, quand on est au Salon du Meuble, c'était l'occasion de présenter des choses. Bon. Vous avez une question ici. Bonjour, une question par rapport à votre parcours d'architecte. Est-ce que vous avez eu des travaux où vous avez travaillé comme architecte, pas uniquement comme architecte intérieur et décorateur? Oui, je fais de l'architecture, mais quand il y a de l'architecture d'intérieur derrière, c'est-à-dire j'ai construit des maisons, et même dans mes projets d'architecture intérieure, j'ai une façon de travailler comme un architecte. Je démarre quand même toujours par le travail d'architecte, donc de volume, d'espace, mais je construis pas. Si je construis, c'est des maisons parce que j'en fais l'architecture d'intérieur. Et à ce moment-là, je pense souvent l'intérieur et l'extérieur dans un même trait. Du coup, j'ai une question moi, qui ne va pas vous surprendre. Vous avez fait des restaurants? Oui, je fais des restaurants dans des hôtels. Là, on a fait un restaurant Yann Couvreur, justement, à Miami. On a travaillé avec Guy Martin aussi, plusieurs fois. Et où pour Guy Martin? C'était à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, d'accord. Ouais. C'était une Intéressant. drôle d'expérience. Ouais. Ouais, il faudra en raconter, parce que là aussi, c'est un autre public. C'est un public donc, qui passe, mais en même temps qui veut être dans un espace de confort pour déguster et faire confiance à un autre créateur qui est le cuisinier. Tout ça, c'est parfaitement appréhendé, j'imagine, dans vos discussions que vous avez aussi. Ouais. Justement, c'est là. Pour revenir à la question de l'univers culinaire et l'univers architectural, quel est le lien qui se fait? Est-ce que c'est le chef qui dessine un univers et c'est l'architecte d'intérieur qui doit le penser, ou alors c'est du décoratif au sens où on met quelque chose? Comment se fait le lien entre un univers du goût à manger et l'univers du goût à vivre? Ouais, je crois qu'encore une fois, c'est les lieux qui guident ça un peu, c'est les espaces. Dans le cas de Yann Couvreur, c'était à Wynwood à Miami, donc c'était un lieu qui était c'était comme un warehouse qu'on a reconverti. Il souhaitait avoir son atelier de pâtisserie derrière, donc déjà on a travaillé sur le labo qui était visible, et après c'est un Français qui s'installait à Miami, donc on a travaillé sur une notion de confort, de tradition, redessiner une banquette parce que ça nous évoquait cette couleur. Comme il y avait moi j'avais toujours la gamme de couleurs, on l'a tiré du pain, même s'ils en font pas, mais voilà, dans des couleurs miel. Oui, il se crée un échange avec le chef à ce moment-là, et voilà, et ça donne un décor. J'étais à New York là hier, et j'ai rencontré un éclairagiste qui travaille principalement dans les restaurants, et par exemple, c'est vrai que ça m'a déclenché. Avec la lumière, il arrive complètement à changer une atmosphère de restaurant, il arrive à équilibrer les lumières. Vraiment, c'est vraiment un artiste qui va très très loin dans la lumière. Voilà, il y a aussi la lumière le soir, bien évidemment, dans les restaurants. Il peut y avoir les odeurs, il peut y avoir la musique. C'est un univers. En général, les chefs, aujourd'hui, ils aiment bien faire un show complet entre ce qu'on donne. Et aussi, peut-être vous demandiez tout à l'heure, la différence aussi, c'est que l'architecture et la décoration, aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de global. C'est-à-dire qu'on est souvent jugé sur un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut, quand on est architecte d'intérieur, il faut que la musique soit irréprochable, il faut que les services de table soient irréprochables, il faut que le confort soit là, il faut que l'accueil soit bon. C'est-à-dire que les gens voient vraiment beaucoup plus la critique d'un restaurant comme global. Et les grands chefs, je crois, l'ont bien compris. Et donc, ils donnent vraiment... c'est une aventure, un dîner chez un grand chef. Une expérience. Oui, je ne voulais pas dire expérience. Je voulais pas dire expérience. Eh ben voilà, les pieds dans le plat, je me suis autorisé. J'en ai marre de ce mot. C'est vrai. Mais voilà, c'est effectivement un moment qu'on passe. Et c'est une vision très, très globale d'ensemble. Oui. Du dîner. Une dernière question éventuellement? Non, Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question par rapport à le travail de la nouvelle génération des architectes. Donc moi, je suis plus jeune, évidemment. Et en fait, nous, on était exposés à des machineries, tout le design digital et tout ça. Et ça nous fait notre travail, peut-être, pour vous, un petit peu détaché, un petit peu moins investi.
mais ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, j'essaye, moi, personnellement, de trouver du sens. Et du coup, ma question, c'est en fait comment trouver du sens entre l'artisanat et le digital, car on ne peut pas aujourd'hui faire un projet complètement artisanal, car il n'y a pas de budget. Mais voilà, donc comment on peut placer l'artisanat aujourd'hui dans ce monde qui va très rapide? Une discussion que j'avais eue avec Sotsas à la Design Gallery, je n'ai pas eu beaucoup de discussions avec lui, c'est en fait, il disait que sa plus grande qualité, c'était la conviction, qu'en fait, il avait pris des risques et que quand il a fait, par exemple, les totems, Bitossi était à deux doigts de tous les jours de plus le suivre, mais en fait, il a pris le risque, il a un peu menti sur le projet, et je crois que vous êtes plus fort que nous dans la jeune génération. D'ailleurs, vous y arrivez, vous réussissez beaucoup plus jeune que nous. Je pense que vous êtes plus fort que nous, finalement, peut-être pour avoir une vision plus globale de votre carrière et voir vraiment où vous voulez aller. Donc, je crois que c'est les choix, c'est la conviction, c'est les rencontres. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment une opportunité, c'est que ça peut démarrer beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de projets. Ça peut démarrer plus vite pour vous. Donc je crois que c'est la conviction, c'est un plan de carrière, c'est de se dire qu'on refuse un projet finalement parce qu'il n'y a pas assez, il y a peut-être pas assez d'intérêt dans ce projet, c'est mettre le but dans un autre projet. Moi, je suis toujours surpris, il y a des architectes qui arrivent finalement avec très peu de budget à faire des projets iconiques. C'est pas qu'une question de budget, c'est aussi la volonté et la conviction d'amener le projet vers là où on veut l'amener, et aussi peut-être de rêver sa carrière, de se dire où est-ce que j'ai envie d'être dans 20 ans, 30 ans, et donc de construire et d'avoir cette démarche d'aller vers cette carrière-là. Merci beaucoup. Pas de questions? Une question qui hésite. Allez-y. Alors j'ai une petite question, c'est plutôt par rapport à Sotsas. Alors je connaissais pas ce designer et tout ce qu'il avait, cet anti-designer du coup. Et ses créations, mais comment il fait ce dialogue entre l'architecture et ses créations d'art décoratif? Quel est plus précisément son dialogue par rapport à ça? Et c'est tout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en France, dans les années 30, il y a eu deux traditions. Je ne sais pas si c'était ça vraiment votre question, mais bon. En France, il y a eu deux traditions dans les années 30 et deux mouvements qui se sont opposés. Et c'était la richesse intellectuelle de ces années-là, d'ailleurs, qui a fait qu'il y avait vraiment une éclosion. Ça a été très, très vite après la Première Guerre mondiale. C'était d'un côté l'UAM, l'Union des artistes modernes, et avec un logo qui était fantastique, qui avait été dessiné par Pierre Legringe. Et donc, autour d'architectes, il y avait la naissance d'un style de mobilier en tubulure. Il y avait d'autres pays, en Allemagne aussi, il y avait des mouvements, mais vraiment en France, là, c'était les Le Corbusier, c'était les Charot, les Mallet Stevens. Et il y a eu à côté un mouvement des artistes décorateurs avec un salon où ils exposaient tous les ans et qui, eux, étaient plus avec Hélène Gray, étaient avec avec des gens qui étaient vraiment beaucoup plus autour d'une continuité dans le travail sur le mobilier et sur le travail. Et j'aime cette idée en France qui est les deux, qui n'est pas par exemple, dans le mobilier danois, il y a un style vraiment qui est très fort. Nous, en France, on est les héritiers, dans le mobilier en tout cas, de ces deux traditions et on oscille tout le temps entre ce mobilier très utilitaire, très fonctionnel. Après, ça a donné des gens comme Prouvé, ça a donné vraiment tout un tas de choses. Et les artistes décorateurs, c'est plus des gens comme Royer, c'est plus des gens qui savent aussi mettre un peu de décoratif dans leur mobilier. Et cette tradition d'art décoratif, je pense qu'elle est, moi je l'aime beaucoup, et je pense qu'elle est vraiment unique en France, elle est très très forte en France. Je ne sais pas si c'était votre question, mais en partie. En partie.
Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a une main qui se lève. Sauf s'il y a des mains qui se lèvent, évidemment. Non, non. Mais on va remercier très chaleureusement Charles Zana. Merci beaucoup pour cette conférence qu'une conversation. Hein, et surtout, on vous donne rendez-vous. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de voyager dans le train Corail, ça vous parlera peut-être quand même un petit peu. Ceux qui ont eu le plaisir de voyager dans les trains Corail se souviendront qu'on pouvait parfois y déjeuner, parfois même y dîner. Et donc nous vous invitons à voir là aussi des questions de design, mais aussi de cuisine, de voir comment on peut s'alimenter en mouvement et comment étaient les wagons-restaurants à la belle époque des wagons Corail, avec une conférence le 3 décembre de Arthur Mettetal, qui par ailleurs est un commissaire d'exposition aussi, qui avait fait l'exposition sur l'Orient Express. Donc de l'Orient Express, l'ultra chic, à le wagon Corail des années 70-80. Nous invitons à venir découvrir tout ça, le design, les arts culinaires et le déplacement en train. Très bonne soirée, rendez-vous à très vite. Merci. Et s'il vous plaît, et la semaine prochaine commencent 3 soirées successives autour de Richard Peduzzi, qui est aussi un décorateur, scénographe, designer. Donc vous avez le programme ici. Et l'exposition à voir à la Grande Galerie.